Île volcanique malmenée par la nature, l'archipel des Canaries a su préserver, en dépit de la pression du tourisme de masse, des espaces splendides que nous allons vous faire découvrir. Culture métissée par l'Amérique du Sud et toute proche des côtes nord-africaines, les Canaries sont au carrefour des océans sur des routes initiées par Christophe Colomb. Au-delà des clichés, cet archipel espagnol reste un secret bien gardé et chacune de ces îles offre son lot de surprises, avec son propre caractère, où l'art se mêle souvent aux décors naturels et sauvages et où le charme des villages traditionnels se marie au spectacle des plages superbes et désertes qui s'offrent aux visiteurs pour peu qu'ils sortent des sentiers battus. Tenerife est la plus grande des îles de l'archipel et sans doute la plus connue. L'aborder par la côte nord est un bon moyen de visualiser l'ampleur du séisme volcanique qui a secoué l'île il y a tout juste 300 ans. Garachico était jusqu'en 1706 le prospère port principal de Tenerife, jusqu'au jour où il fut submergé par les laves d'une gigantesque éruption volcanique. Au bout de ces flots figés de lave et avec l'aide de l'océan, c'est une succession de piscines naturelles qui vient border le village. Au rythme des houles et des marées, ces bassins se remplissent et se régénèrent en permanence. Zone de pêche privilégiée pour certains ou bain de mer protégé pour d'autres, cela reste un plaisir unique que de profiter de ces piscines naturelles. Dans le Grand Canyon qui a été englouti par la lave, la nature a repris le dessus. On a conservé sur les bâtiments cette pierre de lave noire incontournable. On pourrait croire que la ville à l'époque était maudite. Énormes tempêtes, inondations, incendies, épidémies et pour clore le tout, la terrible éruption de 1706 qui recouvrit le port et la moitié de la cité sous la lave. Plusieurs bâtiments ont survécu autour de la Plaza Libertad, comme le couvent de San Francisco et l'église. Mais aujourd'hui, le village est tourné vers l'avenir en accueillant les visiteurs venus faire des randonnées ou profiter des piscines naturelles. Tout au long de cette côte nord-ouest, des haciendas surplombent des exploitations de bananes et de cactus. Elles ont conservé un cachet colonial hispanique, offrant au littoral un charme indéniable. En prenant de la hauteur, on atteint les premières forêts de pins qui indiquent la proximité du Pico del Teide, le grand volcan de l'île. À partir de 2000 mètres d'altitude, débute une plaine sortie d'un roman de science-fiction. Les roches volcaniques figées dans des sculptures improbables représentent des formations uniques protégées depuis 1954 dans un parc national. Dans un jeu de lumière quasi surnaturelle, le Pico del Teide se découpe au loin, bordé de quelques fumerolles. S'étirant sur plus de 180 km², le parc est le plus grand d'Espagne, un lieu où le chaos a généré de splendides paysages surnaturels. Avec ses 3718 mètres, le Teide est le plus haut sommet d'Espagne. En plein hiver, il lui arrive d'être entièrement recouvert de neige. Mais ces instants sont rares, car le soleil se charge rapidement de lui rendre sa teinte brute. Pour accéder au sommet, un chemin serpente entre la roche noire et les derniers névés, résidus d'une récente tempête.
Surplombant toute l'île, le cratère est recouvert d'une fine couche de soufre qui s'échappe par petites bouffées de ses entrailles. Les mesures révèlent que le volcan rejette 100 tonnes par jour de CO2. La dernière éruption remonte à 1798 et provenait d'un volcan voisin, le Pico Viejo. Le Teide est sous surveillance permanente mais ne suscite pas d'inquiétude. C'est un volcan actif mais en phase de repos. Un voile de brume masque les autres îles au loin sur l'océan, mais n'enlève en rien à la magie du lieu. Le village le plus proche du volcan est celui de Villaflore, qui compte 2 églises, dont une entièrement bâtie en pierre volcanique. Vivant sous la constante menace d'une telle puissance naturelle, les villageois au cours des siècles n'ont eu d'autre ressource que de s'en remettre à la protection de l'Esprit Saint. L'autel de l'église San Pedro, entièrement en bois, provient des forêts proches du volcan situées au-dessus du village. En rejoignant la mer vers le sud, le relief reste marqué par son histoire agitée. Les Canarios ont même appelé ces falaises Los Gigantes, certaines atteignant 600 mètres de hauteur. Historiquement, le centre et les villages en altitude étaient plus peuplés que les côtes où l'on ne trouvait que quelques villages de pêcheurs. Les cultures en terrasse ont été peu à peu abandonnées avec la mécanisation des récoltes, mais elles ont façonné les villages dont les maisons s'espacent en suivant les mouvements du relief. Les cactus sont omniprésents aux Canaries. Ils servaient jadis d'habitat et de nourriture aux cochenilles. Ces minuscules insectes encore récoltés aujourd'hui produisent d'infimes quantités d'une précieuse substance rouge utilisée dans les colorants et les cosmétiques. Une des côtes les plus préservées de l'île est à la pointe ouest que les locaux appellent le nord. Autour de Los Silos, les bananeraies se multiplient, une mutation récente car depuis le XVIIe siècle, la région approvisionnait toute l'île en blé, ce qui lui a valu son nom. Los Silos est un village rural qui a conservé son caractère. En dehors du blé, le village possédait aussi de nombreux fours à chaud et des sucreries qui en faisaient un centre économique important. Avec l'église de la Señora de la Luz, le village fait aussi mentir la tradition de ses voisins, en affichant une église d'une blancheur éclatante au lieu de la roche volcanique. À celui qui poursuit son chemin jusqu'à l'extrémité de l'île s'offre un paysage encore une fois inattendu et qui contraste avec les plages bondées du Grand Sud. La grande place du village de Buena Vista a beau être souvent bondée, le dimanche après-midi, tout y est calme et tranquille. On prend le temps de bavarder et de laisser l'après-midi s'avancer sans aucune contrainte. En reprenant de la hauteur au-dessus de ces villages, l'île renferme d'autres trésors. Il faut d'abord contourner quelques fermes, suivre la route qui serpente dans la montagne d'El Agua, pour ensuite emprunter des chemins forestiers. C'est dans ces lieux peu fréquentés que l'on retrouve la laurisilva, une forêt exubérante dominée par les lauracées et les fougères. Cette végétation a disparu du bassin méditerranéen au tertiaire et ne subsiste uniquement que dans cette région. Les forêts de lauracées sont un type de forêt subtropicale qui se caractérise par une humidité élevée et des températures relativement stables.
Dans son état le plus primitif, cette forêt est composée d'une vingtaine d'espèces différentes d'arbres sous lesquels se développent de nombreuses variétés de fougères, de mousses et autres plantes propres à la pénombre des sous-bois. Aujourd'hui, seuls quelques sentiers permettent d'accéder à ces forêts qui font l'objet de toutes les attentions pour les protéger. La Orotava fait partie des plus jolies villes de l'île. Elle est installée au cœur d'une des plus riches vallées de Tenerife. Dès le XVIe siècle, les Espagnols fortunés y firent bâtir églises et maisons de maîtres. Les jardins du marquis de la Quinta Rora datent du XIXe siècle. Dessinés par le français Adolphe Coquet, ils descendent en cascade le long de la colline. La Orotava est une ville ancienne et dense qui a conservé son cachet historique. Elle reste la vedette de cette côte nord-ouest. L'église de la Concepción est l'un des plus beaux exemples d'architecture baroque de l'archipel. Vers la partie haute d'Orotava, des ruelles mènent à d'anciennes demeures, dont certaines sont encore habitées par de vieilles familles canariennes. D'autres servent de musée ou encore de chambres d'hôtes. Tous ces hôtels particuliers sont typiquement canariens. Certains, comme la Casa Lercaro, datent du XVIIe siècle et durant l'été accueillent des concerts dans ces jardins. En revenant vers l'est de l'île, la pression démographique se fait plus importante. La Laguna, voisine de la capitale Santa Cruz, a réussi malgré tout à conserver son charme, en particulier au cœur de son quartier historique. La vieille ville a été construite à partir de principes philosophiques et scientifiques précis, s'appuyant notamment sur des œuvres de Léonard de Vinci qui ont servi ensuite de modèle à plusieurs capitales et villes coloniales d'Amérique latine. En dehors d'être une ville militaire importante, la Laguna devient aussi, dès le XVIe siècle, un centre religieux important, avec de nombreux monastères et couvents. La notion de ville idéale, développée dans les travaux de Vinci et mise en pratique par les colons espagnols, a permis à la Laguna de rester longtemps la capitale de l'île et de préserver une bonne partie de ses quartiers anciens. En effet, la ville n'étant pas fortifiée, c'est grâce à cette planification qu'elle a pu évoluer de la sorte. Aujourd'hui, la Laguna est devenue un faubourg de la capitale Santa Cruz. L'histoire s'est donc inversée, et à partir de 1805, Santa Cruz se libéra de l'emprise de la Laguna, qui perdit beaucoup en importance après le séisme de Garachico. Les premiers occupants de Tenerife seraient arrivés d'Afrique du Nord, vers 200 ans avant Jésus-Christ. Appelés Guanches, ces statues témoignent pour la postérité de leur force et de leur courage légendaire. Ce qui est plus singulier, c'est cette avancée sur la mer qui se découpe au loin et qui en fait un symbole fort de la ville. L'Auditorio de Tenerife a été dessiné par l'architecte espagnol Santiago Calatrava. Il n'est pas sans rappeler celui de Sydney. Le reste de la ville incite à prendre rapidement de la hauteur vers le nord-est en direction des montagnes de l'Anaga, considérées comme la partie la plus ancienne de l'île. Cet espace, qui a su rester en grande partie sauvage, est souvent pris dans la brume et les nuages, offrant un contraste saisissant avec la densité de la capitale distante de seulement quelques kilomètres à vol d'oiseau. C'est également dans cette partie de l'île que l'on peut encore trouver de la forêt primaire avec des laurisilva. En allant vers le nord-est de l'archipel, nous arrivons sur l'île de Lanzarote. Lanzarote est un immense champ volcanique donnant l'étrange impression qu'il a été récemment labouré.
Le parc de Timanfaya protège aujourd'hui tout cet espace de l'avidité des promoteurs et il est resté vierge de toute construction et la nature offre un spectacle unique. Les Montañas del Fuego, les montagnes de feu, portent bien leur nom au cœur des 501 km² du parc. Il s'agit des restes de l'éruption de septembre 1730, un des plus spectaculaires épisodes de l'histoire des volcans de notre planète qui a généré plus de 48 millions de mètres cubes de lave. Le parc comporte une succession de cratères, sans doute sans aucun équivalent sur Terre. La vie ayant quasiment disparu de cette zone, la Carcos avinagrera, une plante apportée de l'île voisine de La Palma par les éleveurs de chèvres, est en train de coloniser doucement les pentes des volcans. À quelques centimètres de la surface, la température monte très vite. Il suffit d'éparpiller quelques brindilles sèches pour que le feu prenne rapidement. Même constatation avec de l'eau versée sur le sol. L'effet de geyser est immédiat. En remontant vers le centre de l'île, Teguise est l'un des villages historiques de Lanzarote, où alternent des ambiances de pueblo espagnol et de Médina des côtes nord-africaines, proches seulement d'une centaine de kilomètres. Teguise s'inscrit un peu comme une petite oasis au milieu des plaines centrales dénudées de l'île. Quelques monuments et de belles maisons rappellent que Teguise fut jusqu'en 1852 la capitale de Lanzarote. Plusieurs églises et couvents émaillent le village. Mais au hasard d'une ruelle, ce qui retient l'attention, c'est l'atelier d'Antonio Hernandez, l'un des derniers luthiers des Canaries, qui fabrique le timplé, un instrument traditionnel. En combien de temps fabriquez-vous un timplé? Et il y a des modèles plus économiques qui prennent 3 ou 4 jours pour leur construction. Et quel bois utilisez-vous? Le palissandre, le pin, l'acacia et le sapelli. Antonio est l'ultime luthier sur Lanzarote et un des derniers de l'archipel des Canaries. Les jeunes n'y voient que peu de perspectives d'avenir. Le timplé est couramment utilisé dans le folklore ou au sein de grandes formations, comme ici celle qui rend hommage à un gaucher célèbre aux Canaries, Marco el Zurdo, aujourd'hui disparu. En remontant vers le nord, les maisons se font plus rares et la côte toujours plus volcanique fait face à un océan qui, certains jours de grosse houle, peut s'avérer redoutable. À l'extrémité nord de l'île, à partir du Mirador del Rio, d'immenses plages désertes se dessinent, toutes proches de la petite île voisine de la Graciosa. Par le passé, les Espagnols avaient installé des batteries de canons pour protéger El Rio, ce détroit qui sépare les deux îles et qui était à l'époque stratégique. En longeant la côte par le nord, on arrive à Famara,
Un village paisible, entièrement blanc, bordé d'une grande plage de sable et de galets noirs. Un décor un peu rugueux, mais qui convient parfaitement aux Canarios. De la plage de la Caleta, l'île de la Graciosa se découpe à l'horizon. Cette partie de l'île n'est pas très hospitalière et il faut arriver au petit village de la Santa pour retrouver une ambiance plus sereine. Encore que ce port de pêche soit considéré comme une exception. Il fait face à un océan souvent difficile, il est éloigné du reste de l'île et la pêche a été complètement décimée par les nouvelles règles de l'Europe, ne laissant plus que quelques bateaux à l'ancre pour la consommation locale. Mais les connaisseurs savent que c'est un lieu privilégié pour savourer un coucher de soleil sur l'océan. Si Lanzarote a conservé tout son charme, elle le doit surtout à un homme, César Manrique. Il n'y a pas un coin de l'île qui n'ait été influencé par l'artiste. On pourrait d'ailleurs le qualifier de visionnaire pour avoir, dès les années 60, anticipé sur ce qu'allait être le tourisme de masse sur les Canaries et de décider d'allier la création artistique avec le respect de la nature et la préservation de son île. Peintre, sculpteur, César Manrique a aussi créé de nombreux mobiles animés par le vent, qui jalonnent certains carrefours de l'île. Disparu accidentellement en 1992, sa maison a été transformée en musée. César Manrique avait utilisé la lave et ses cavités à l'état brut pour en faire une demeure d'avant-garde raffinée. La maison abrite aussi la fondation qui poursuit l'action de l'artiste, notamment en faveur de la préservation de l'environnement de l'île, tout en continuant à promouvoir les activités artistiques autour de l'œuvre de Manrique. Pour sa maison, il a exploité 5 bulles volcaniques générées lors des éruptions de 1730, créant un espace de vie unique en son genre. La piscine est aussi caractéristique de la signature de Manrique, avec ses contrastes forts et que l'on retrouve dans d'autres parties de l'île. Influencé par Picasso et Matisse, César Manrique a vécu plusieurs années à New York, où il a exposé avec succès. Mais l'appel de son île natale sera le plus fort. En 1968, il revient chez lui avec une foule d'idées destinées à mettre en valeur la beauté de Lanzarote, pour lui incomparable. Ces mobiles le long des routes de l'île sont la signature la plus évidente de l'artiste. Un hôtel, des piscines naturelles. César Manrique a été très créatif. Il a aussi réussi à l'époque à obtenir qu'aucun panneau publicitaire ne soit autorisé sur l'île. Ce qui aujourd'hui encore est toujours le cas, malgré une pression de plus en plus forte des promoteurs. Ce jardin entièrement dédié aux cactus au nord de Guatiza témoigne aussi du désir de Manrique de sauvegarder, de partager en les utilisant les décors naturels. Aujourd'hui, on peut dire que c'est essentiellement sa campagne pour la protection de l'architecture traditionnelle et de l'environnement qui a obligé le gouvernement à promulguer des lois limitant l'urbanisation de l'île. Cette ancienne carrière tient davantage de l'œuvre d'art géante que du jardin botanique, et ce, malgré la présence d'environ 1500 espèces, toutes soigneusement identifiées.
Tous ces cactus ont été rassemblés par le botaniste González Ferrer, avec des spécimens venant également de Madagascar, d'Afrique et du Mexique. Lanzarote est l'île la plus marquée par l'intensité de l'activité volcanique récente. Et pourtant, on arrive à y cultiver à force de travail et d'imagination les fameuses papas, ces petites pommes de terre jadis arrivées du Pérou. Mais le plus surprenant reste la vallée de la Jeria, où l'on découvre avec surprise plusieurs grands vignobles. Les pieds de vigne sont plantés dans de petites cuvettes qui ont pour but de les protéger du vent. Les racines vont ensuite puiser assez profondément dans le sol pour atteindre la couche plus sablonneuse du terrain. La vigne est présente depuis plusieurs siècles sur l'île. La culture de la vigne est très ancienne ici, à Lanzarote. Shakespeare, à l'époque, déjà vantait les mérites du vin des Canaries. Cette bodega est un projet nouveau qui a à peine une dizaine d'années d'existence. Ce qui est inattendu avec la Bodega Stratus, c'est sa conception. On a suivi les cavités naturelles du Barranco del Obispo. Les chais ont été entièrement aménagés à l'intérieur du ravin et dans la roche volcanique. Lanzarote peut difficilement échapper à son passé tourmenté, en particulier sur la côte ouest qui est la plus proche de la montagne de feu. La mer, combinée au vent et à la pluie, a sculpté des plages étonnantes en les transformant en des lieux d'exception. À El Golfo, le lago de Los Clicos produit des couleurs aux nuances inconnues des plages habituelles. Quelques kilomètres plus au sud, à Las Hervideros, la houle poursuit son travail pour creuser patiemment la roche volcanique. Seuls les marais salants de Ranubio apaisent un peu les contours de cette côte sauvage. L'île de Grande Canaria occupe avec celle de Tenerife une place centrale parmi les îles des Canaries. Elle n'est que troisième par la taille, mais abrite la moitié de la population de l'archipel. Mieux vaut donc l'aborder par l'un de ces barrancos, des ravins qui remontent vers le centre de l'île pour pouvoir profiter d'une nature encore préservée. Ici, l'épisode volcanique est beaucoup plus ancien qu'à Lanzarote ou Tenerife. Les villages sont nichés dans des vallées verdoyantes. Grande Canaria est la seule de l'archipel à être de forme quasiment ronde. Le village de San Bartolomé est à proximité du centre de l'île qui lui correspond au point le plus élevé. Même si ce n'est pas évident, la nature a été plus généreuse. On rencontre encore une variété de champs et de cultures au fur et à mesure que l'on prend de la hauteur. Les pluies sont aussi légèrement plus abondantes. Plusieurs retenues d'eau, comme ici à Araya, alimentent l'île en eau et donnent à la montagne de belles couleurs. En poursuivant notre route vers le centre, le paysage change à nouveau. La forêt se fait plus dense et les pics se découpent à l'horizon. Nous sommes sur le massif de Tamadaba. Le point culminant de l'île, le Pozo de las Nieves, est à 1949 mètres d'altitude et est entouré de la montagne sacrée du Roque Bentaiga et du Roque Nublo. En basculant vers le littoral, Agüimes est une petite ville regroupée autour de son église. L'église de San Sebastián a été construite en 1780 avec un dôme qui possède 12 grandes fenêtres pour les 12 apôtres et qui est considéré comme l'un des meilleurs exemples du néoclassicisme canarien. Son histoire, comme celle des autres villes des îles, a été mouvementée, notamment lorsque les Guanches ont été envahis par les différentes vagues de colonisation espagnole.
Le centre-ville autour de la Plaza del Rosario a été parfaitement restauré et est bordé de beaux exemples de l'architecture canarienne. La vieille ville a été créée en 1486 par le royaume castillan qui venait d'occuper l'île. Mendizábal en prendra possession en 1837, mais tout au long de son histoire, l'architecture et le style de la ville a été préservé et en fait aujourd'hui un des vieux quartiers de l'archipel le mieux conservé. Que ce soit les rues pavées, les toits plats, le travail du bois, la tradition de l'époque est encore bien présente lorsque l'on flâne dans ces ruelles. Ingenio, sa voisine, est quasiment dessinée sur les mêmes principes, mais il s'agit surtout d'un village d'artistes où l'on trouve des broderies recherchées et des potiers. Francisco est céramiste. Il s'inspire beaucoup de ce qui a été réalisé par les Guanches, la population aborigène de l'île. Ceci est un artisanat aborigène. Les aborigènes, c'étaient les Guanches, qui étaient ici bien avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Et les conquistadors, eux, sont arrivés entre 1400 et 1500. Maspalomas, à la pointe sud de l'île, attire des touristes de l'Europe entière qui ne viennent que pour une chose, profiter du soleil. Dans cet univers largement bétonné, les dunes de Maspalomas ont non seulement survécu, mais elles constituent une sorte de no man's land paisible et hors du temps. La remontée le long de la côte ouest est à l'image de Maspalomas. Il faut atteindre Puerto Mogán pour commencer à retrouver des espaces plus équilibrés. Ici, comme sur les autres îles, la pêche est réduite à quelques bateaux qui sortent pour le compte des restaurants lorsque ces mêmes bateaux ne leur appartiennent pas directement, leur assurant ainsi un approvisionnement régulier. La route qui mène au village de Mogán laisse apparaître des strates géologiques anciennes. La roche volcanique avec des traces de soufre crée un tableau original. La route serpente longtemps à flanc de montagne avant de replonger vers la côte nord-ouest d'où émergent les inévitables serres de bananes. Un marché économique important pour l'île puisque l'archipel arrive à écouler sa production sur la métropole espagnole. Le port de San Nicolás est lui aussi devenu symbolique. Il précède une côte battue par les flots aux roches imposantes. La route a d'ailleurs bien du mal à suivre un relief aussi tourmenté. Les falaises tombent à pic dans l'eau. Le lieu dégage une puissance indéniable. Un peu plus au nord, à Puerto de las Nieves, ce qui attirait beaucoup l'attention, c'était cet éperon rocheux, le doigt de Dieu décapité il y a quelques années par un cyclone. Conséquence, les terrasses des restaurants qui lui faisaient face sont désertes. Sur la côte nord, de grandes familles possèdent de vieilles haciendas, comme la marquise de Harucas, qui a transformé tout son corps de ferme datant de 1572 en une maison d'hôte pleine de caractère au beau milieu des champs de bananes. Parfaitement rénovée, la bâtisse est la demeure la plus ancienne de l'île.
À un battement d'ailes de l'hacienda, c'est la résidence privée de la famille avec un jardin superbe aux portes de la ville d'Arucas. Arucas est surprenante en raison de cette curieuse cathédrale dont la construction a débuté en 1906 pour s'achever 70 ans plus tard. Elle offre un contraste saisissant avec les maisons blanches des environs, avec ses flèches sophistiquées. Cette église conçue par un architecte catalan a des airs de famille avec la célébrissime Sagrada Familia de Barcelone. Elle a été entièrement construite à partir de pierres taillées dans des carrières voisines de la ville. Avec un peu de curiosité, au détour d'une porte entrouverte, on peut découvrir de vieilles maisons du XVIIe siècle, comme celle-ci avec sa magnifique cour et qui appartient à l'actuel centre culturel. Arucas est fier de son passé. Même les bars se nichent dans des bâtiments historiques. Quittant Arucas pour le centre de l'île, nous arrivons à un village remarquable, Terror. Contrairement à ce que peut évoquer son nom, ce dernier est fort paisible et un haut lieu de pèlerinage depuis qu'au XVe siècle, la Vierge aurait été aperçue au sommet d'un pin de la forêt voisine. Plusieurs demeures remontent au XVIIe siècle et donnent au village un cachet incomparable. Même les bâtiments les plus récents ont conservé le style architectural de l'époque. Le nord de l'île est dominé par la capitale, Las Palmas, la plus grande ville des Canaries. Avec son agglomération, la ville s'étale de part et d'autre de l'océan. Située en plein centre-ville, la plage de Las Canteras est la plus connue et la plus fréquentée. Le vieux quartier de la Vegueta est à lui seul un livre d'histoire qui se feuillette au gré des bâtiments. Las Palmas a toujours été un grand port stratégique et une ville marchande. Christophe Colomb y aurait fait une courte halte avant de reprendre la mer vers l'ouest. Las Palmas tira grand profit de la conquête espagnole de l'Amérique latine et du commerce transatlantique qui en découla. L'archipel devint aussi une cible de choix pour les pirates. Et pour finir, Santa Cruz de Tenerife prit le dessus politique en devenant la capitale de l'archipel. À la fin du XIXe siècle, Las Palmas redevint florissante grâce à l'engouement des Britanniques. Et jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle était une escale privilégiée pour les paquebots transatlantiques. Pour finir notre périple dans cet archipel, nous naviguons vers le nord-est, vers Fuerteventura, sans doute l'île qui a conservé son caractère le plus authentique et sauvage. Le bateau accoste à Corralejo, la principale ville de la pointe nord de l'île. Avec l'aide des alizés, le temps est clair sur la baie avec à droite l'île de Lobos. Plus loin à l'horizon, l'île de Lanzarote se détache visible avec la ville de Playa Blanca. Avec des conditions climatiques que certains qualifient d'éternel printemps, les côtes des Canaries ont tout pour attirer les surfeurs. Les échanges avec les colonies hispano-américaines ont profondément influencé la culture de ces îles. Ainsi, le carnaval de Corralejo, bien que de taille plus humaine, offre une ressemblance évidente avec ceux des mégapoles latinos comme Rio ou encore Caracas. C'est un des temps forts de l'île et Corralejo est la dernière étape pour ces cortèges chatoyants qui ont auparavant sillonné toutes les autres îles de l'archipel. Chaque char est animé par une famille, des commerçants, et compte tenu de la taille de la ville, tout le monde se connaît ou presque. Les sons se mélangent aussi, de la salsa à la samba, le rythme est soutenu et les festivités se poursuivront tard dans la nuit.
Fuerteventura est l'île de l'archipel la plus proche des côtes africaines. Le cap Juby au Maroc n'est qu'à 100 km. Les dunes de Coralero donnent donc un avant-goût du continent et de ses déserts. Par rapport aux autres îles, Fuerteventura offre l'avantage de posséder de nombreuses plages de sable blanc. Le parc naturel de Coralero, qui protège les dunes, essaie de résister tant bien que mal à la pression touristique. Plusieurs grands hôtels sont déjà aux frontières du parc, et le seul respect de ces dunes par les touristes n'est pas toujours une tâche aisée. Encore récemment, il n'y avait ni électricité ni eau courante dans les îles, et en particulier à Fuerteventura. Ici, à Alcogida, tout un village a été rénové et transformé pour montrer comment était organisé l'habitat traditionnel. Si aujourd'hui ces demeures restaurées dégagent un parfum de nostalgie et un charme indéniable, il faut garder en tête qu'à l'époque, les conditions de vie étaient rudes, au rythme de la culture, du maïs et de l'élevage. Les troupeaux de dromadaires ont été introduits au XVe siècle par des marchands venus du Sahara. Ils se sont si bien adaptés qu'aujourd'hui la race Marorero ne se trouve plus qu'aux Canaries. Sur l'île, il y avait plusieurs options pour moudre le maïs et l'orge, le vent, l'homme ou l'âne. Aujourd'hui, peu de moulins fonctionnent encore, mais maïs et orge sont encore présents dans le quotidien des Canarios, en particulier avec le gofio, un plat traditionnel. Les premières tribus venues sur l'île, les Guanches, existaient déjà à l'époque préhistorique. Ils ont laissé quelques traces de leur mode de vie d'avant l'arrivée des colons espagnols. L'influence hispanique a ensuite été écrasante, et ce n'est que récemment que l'on a remis en valeur la culture et le passé guanches dans certaines îles. Même si l'influence volcanique est plus ancienne et moins marquée que dans les îles voisines, la côte ouest est rude. En dehors de quelques maisons de pêcheurs, les traces de vie y sont rares. Fuerteventura est une île aride et quasiment désertique avec très peu d'eau. Le manque d'eau se constate près du parc naturel de Betancurria, où les collines rondes peuvent changer d'apparence en fonction des rares pluies. Véritables oasis, les villages se nichent au creux des vallées. Certains sont historiques, comme celui de Parara, avec son église du XVIIe siècle d'inspiration aztèque. C'est une belle illustration de l'influence latino-américaine, ici mexicaine. Lorsque l'île fut colonisée en 1405, le gros de la population habitait dans ces vallées, à l'écart d'une mer considérée comme hostile. Le village de Betancurria est lui aussi un village historique. C'est un seigneur normand, Jean de Béthencourt, qui lui a donné son nom en 1405 après avoir envahi cette partie de l'île. Il y fit construire sa résidence principale et une chapelle. Au cours du XVe siècle, des franciscains s'y installèrent et agrandirent la ville qui resta la capitale de l'île jusqu'en 1834. En quittant le centre de l'île vers le sud, les côtes s'allongent, le sable se fait plus blanc et de longues plages balayées par les alizés, comme ici à Sotavento, sont devenues des points de passage obligés pour tout windsurfer nomade qui se respecte.
La côte nord-est est également exposée au vent et à la houle. Elle a réussi, grâce à l'action de ses habitants et des passionnés de la mer, à préserver les falaises et les plages qui la bordent de tous les excès du tourisme de masse. La plage d'El Cotillo fait partie des lieux qui font le régal des magazines spécialisés dans le windsurf. Une légende à laquelle participent de nombreux passionnés venus de l'Europe entière ou même installés à l'année sur place. Le village d'El Cotillo, au calme apparent, est protégé par une épaisse digue des tempêtes hivernales qui soulèvent parfois des houles de 7 à 8 mètres. Dès la belle saison, les quelques barques de pêcheurs profitent des eaux poissonneuses, mais uniquement pour répondre à des besoins locaux. Il n'y a plus d'industrie de pêche malgré cet environnement propice. L'Europe en a décidé autrement. Le phare de Tostón marque l'entrée d'une réserve naturelle qui se poursuit jusqu'à Corralero, mais qui, l'été, a bien du mal à résister à l'invasion des camping-cars. En remontant plus vers le nord et la Oliva, le paysage ne change guère. Très aride et avec ce qu'il faut de végétation pour donner de belles couleurs. On croise souvent des troupeaux de chèvres, dont la réputation n'est plus à faire dans l'archipel. Il en existe plus de 35 espèces différentes, dont certaines ne se trouvent que sur cette île. Ces chèvres sont bichonnées car elles permettent de fabriquer le fameux queso, un fromage frais à pâte tendre. L'adoption de règles communautaires au niveau européen a porté un coup dur à toutes ces exploitations artisanales qui ont dû s'adapter aux nouvelles normes sanitaires pour poursuivre la production d'une spécialité pourtant vieille de plusieurs siècles. Angela concocte sa recette depuis plus de 40 ans avec beaucoup de patience et des gestes lents dont la répétition associée à de longues pressions donne tout son goût au queso. Celui de Fuerteventura est le plus fameux de toutes les îles. Le fromage sera affiné pendant au moins une semaine. Ce fromage-là a été fait hier. Presser un fromage de cette taille prend approximativement une demi-heure. Il peut, selon les goûts, rester vieillir plus longtemps ou être aussi aromatisé avec du piment ou encore des herbes. Une des bases de l'alimentation des Canarios pendant des dizaines d'années a été le maïs. Marco nous présente la recette du gofio. Alors il s'agit d'un gofio de maïs. Nous allons utiliser du moro rouge qui contient de l'ail, du cumin, de l'huile d'olive, du vinaigre, paprika, le tout broyé dans un mortier. Je rajoute un peu d'herbe du jardin pour épicer. Et je rajoute du bouillon de poisson très chaud. Anciennement, le gofio était le plat de base de l'alimentation canarienne. Ça se prenait au petit déjeuner, à midi et le soir. Marco fait partie de ces Canarios qui ont compris la nécessité de défendre la culture locale. En dehors de la cuisine, il aide son ami José à remettre au goût du jour un sport traditionnel, le ruedo del palo. Ces bâtons que l'on taille dans les forêts de Laura Silva étaient utilisés par les bergers.
Dans les mains de ceux qui en maîtrisent la technique, ils peuvent se transformer en armes redoutables. Rossevera est aussi un adepte du lata, qui permettait aux bergers de progresser rapidement pour descendre les pentes escarpées des montagnes en effectuant le salto del pastor à l'aide de la lata, une longue perche enduite au préalable de graisse de porc. Lorsque l'on s'en donne la peine, toutes ces îles recèlent de trésors, comme cette baie magique après El Cotillo. Les vents et les vagues y ont créé des plages privilégiées, à l'abri, éloignées des centres touristiques et de la foule. La ténacité des habitants de la côte nord à défendre leur patrimoine a beaucoup joué pour que ces lieux nous parviennent ainsi préservés. Et puis la frénésie immobilière de ces dernières années commence à retomber au profit d'une vision plus durable et respectueuse de l'environnement. Ces plages vont pouvoir ainsi profiter aux générations futures et perpétuer l'idée que les Canaries possèdent encore des sites magnifiques.